Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation pour l'invitation à ces journées européennes un petit peu particulières cette année. Alors, mon nom est Thomas Cuisset, je travaille à Marseille et le titre de cette présentation est sur le traitement antithrombotique dans les suites d'un infarctus. Quelles associations et quelle durée? Évidemment, pour faire ça en 7 minutes, j'ai essayé d'extraire vraiment les messages clés. Alors, mes conflits d'intérêts. Alors, en guise d'introduction, les 2 premiers messages. Le premier, c'est évidemment que toute stratégie antithrombotique pour un patient sera individualisée en fonction, du risque hémorragique du patient, en fonction du niveau de gravité de sa présentation clinique. Alors ici, on parle de l'infarctus, qui est sans doute la présentation la plus thrombotique, on va dire, de la maladie coronaire. Et enfin, de la complexité de ce qu'on va faire dans nos salles de cathétérisme. D'autre part, ça va conditionner la décision qu'on va prendre après l'angioplastie, mais on sait très bien que cette décision après l'angioplastie sera une décision a priori. C'est ce qu'on va mettre sur le compte-rendu de sortie de nos patients. Mais ça reste des décisions éminemment dynamiques. Et on sait très bien que pendant le suivi du patient, la tolérance du patient, mais aussi le fait de refaire des événements, que ce soit hémorragique ou ischémique, va finalement moduler cette stratégie a priori pour avoir une stratégie finale. Donc, pour essayer un petit peu de discuter des stratégies antithrombotiques après l'infarctus, j'ai essayé de distinguer 2 phases. Donc, la première, c'est dans la première année qui suit l'infarctus et la deuxième, au-delà d'un an. Donc, dans la première année qui suit l'infarctus, aujourd'hui, donc en janvier 2021, la stratégie antithrombotique par défaut, c'est d'utiliser une bithérapie antiplaquettaire par aspirine et un bloqueur du P2Y12 qu'on appelle puissant pendant 12 mois, c'est-à-dire du ticagrelor ou du prasugrel, car il a été bien montré que ces molécules étaient supérieures au clopidogrel chez les patients qui faisaient un infarctus. Donc ça, c'est la stratégie par défaut, mais évidemment, dans certains cas, on va finalement réduire la voilure au cours de cette première année, et notamment chez les patients à haut risque hémorragique. Donc réduire la voilure, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord réduire l'intensité de la molécule, c'est-à-dire remplacer le ticagrelor ou le prasugrel par du clopidogrel. Mais ça veut dire également réduire la durée et réduire à 3 ou 6 mois chez des patients à haut risque hémorragique et même parfois à 1 mois chez les patients à très haut risque hémorragique. Donc on a finalement la stratégie standard, la stratégie où on va faire beaucoup moins chez les patients en risque hémorragique. Et on a également, grâce à des études récentes, ce qu'on pourrait qualifier de stratégie intermédiaire. Et cette stratégie intermédiaire est représentée par toutes les stratégies qu'on peut qualifier de désescalade pendant la première année. C'est-à-dire, on réduit la voilure entre 0 et 1 an pour garder une thérapeutique efficace, mais en diminuant le risque de complications hémorragiques. Alors, il y a grosso modo 2 manières de le faire. Il y a soit switcher le bloqueur du PI2Y12 en passant des puissants au clopidogrel, c'est ce qui a été fait dans Topic, Tropical ACS ou Popular Genetics, ou arrêter l'aspirine et poursuivre une monothérapie par ticagrelor. C'est notamment ce qui a été testé dans les études récentes Twilight et TICO. On a vraiment l'impression qu'on a 3 possibilités, le standard, la technique de faire beaucoup moins chez les patients en risque hémorragique et la stratégie intermédiaire. Donc pour résumer, si au risque hémorragique, on fera du clopidogrel en association à l'aspirine et on fera évidemment beaucoup moins qu'un an. Chez le patient, on va dire plutôt à haut risque ischémique, notamment les diabétiques, les patients qui ont fait plusieurs syndromes coronariens aigus, on partira dans la première année sur une stratégie classique. Et chez les patients au milieu, on pourra considérer une désescalade, soit en arrêtant l'aspirine et en gardant le ticagrelor, soit en switchant les P2Y12. Et en plus de ces stratégies a priori, il y a évidemment tout le lot des patients qu'on veut garder pendant 1 an sous le même traitement, mais qui vont faire des effets indésirables et chez qui on devra réduire la voilure parce qu'on va y être contraint par les effets indésirables. Donc le deuxième volet de cette présentation, c'est vraiment de s'attacher à regarder ce qui se passe au-delà d'un an. Donc on sort de cette première phase et on considère qu'au-delà d'un an après un infarctus, on rentre finalement dans la phase de prévention secondaire. Dans la phase de prévention secondaire post-infarctus, on va dire aujourd'hui, la stratégie par défaut, c'est d'utiliser en général une monothérapie antiplaquettaire par aspirine ou clopidogrel pour finalement prévenir les accidents athérothrombotiques futurs. Dans certains cas, là aussi, on pourra faire moins.
et notamment l'exemple des patients anticoagulés, chez qui la règle, au-delà d'un an, sera en général de ne pas garder un antiplaquettaire en association à l'anticoagulant, avec évidemment le petit bémol que chez certains patients en risque, on pourra tout à fait considérer l'association d'un anticoagulant et d'un antiplaquettaire, mais la règle, c'est plutôt de ne garder que l'anticoagulant seul. Donc parfois on fait moins, mais parfois on va également faire plus, c'est-à-dire plus qu'un antiplaquettaire, et c'est ce qu'on appelle la stratégie antithrombotique optimisée au-delà d'un an et qui doit être proposée aux patients à haut risque. Alors ça veut dire quoi une stratégie antithrombotique optimisée? Ça veut dire ajouter quelque chose à l'aspirine. Et là on a deux options. La première option, ce sera de garder un inhibiteur du P2Y12, que ce soit le clopidogrel, le prasugrel ou le ticagrelor, sur la base d'études comme les études Charisma, DAPT ou Pegasus, parce qu'on sait qu'on va gagner sur le risque ischémique, mais évidemment, on va avoir un surrisque hémorragique. Et la deuxième option, sur la base de l'étude Compass, ce sera d'associer un anticoagulant à faible dose, le rivaroxaban, avec là aussi un bénéfice ischémique, mais un surcoût en termes de risque hémorragique. Donc finalement, au-delà d'un an, le standard, c'est de faire un antiplaquettaire en prévention secondaire. Parfois, on fera moins, notamment chez le patient anticoagulé, mais parfois, on fera plus en associant quelque chose à l'aspirine chez le patient à haut risque. Alors, un petit bémol pour justement cette stratégie antithrombotique optimisée, dans les options qui sont proposées, et en effet, c'est assez bien recommandé dans les dernières recommandations, c'est du niveau 2 à A. Malheureusement, on sait que le ticagrelor, comme il a été utilisé dans Pegasus, on n'a pas eu le remboursement en France. Même chose pour le rivaroxaban tel qu'il a été utilisé dans l'étude Compass, on n'a pas non plus le remboursement. Donc la question, finalement, c'est comment essayer d'appliquer les recommandations et d'optimiser les choses en étant pris parfois dans des contraintes locales. Donc pour résumer, quelles associations et quelle durée? Dans la première année, le standard, ça reste aspirine et un bloqueur puissant du P2Y12 pendant 12 mois. On fera parfois beaucoup moins. On fera aspirine clopidogrel pendant moins d'un an. Et on pourra faire une voie intermédiaire avec de la déescalation, soit par des switches, soit en arrêtant l'aspirine précocement. Et même chose, au-delà d'un an, le standard, ce sera un antiplaquettaire en prévention secondaire. On pourra parfois faire moins, notamment chez les patients anticoagulés. Et on pourra parfois faire plus en associant une deuxième molécule à l'aspirine chez les patients à haut risque. Merci de votre attention. Bonjour à tous, François Schill, cardiologue à Besançon. Et dans le cadre de ce symposium, je vais vous parler du traitement de hypolipémie à la sortie après un syndrome coronarien aigu. Et la question exacte est, faut-il envisager d'emblée une association thérapeutique? Voici mes liens d'intérêt. Et voici directement la réponse que je vous donne. À mon avis, oui, sans aucun doute, il faut aller assez rapidement, pour ne pas dire avant la sortie, sur un traitement d'association statine et ézétimib après un syndrome coronarien aigu, pour les raisons suivantes. Premièrement, c'est en ligne avec ce qui a été démontré par la science. Deuxièmement, c'est recommandé par les recommandations de l'ESC. Et troisièmement, ça permet une optimisation effective du traitement hypolipémiant durant le suivi. Alors, premier groupe d'arguments, les arguments scientifiques. On sait depuis les débuts des années 2000 que les statines sont tout à fait indispensables à la phase toute aiguë à l'admission d'un syndrome coronarien aigu. Les études phares étaient les études miracles, statine versus placebo, données dans les 4 jours après l'admission, et surtout Pruvit, statine de forte intensité par rapport à une statine d'intensité modérée, là aussi très tôt après le syndrome coronarien aigu, et qui a démontré très rapidement, donc dans les premiers mois après le début du traitement, les bénéfices cliniques. Pour compléter toute une série d'études qui a eu lieu, il y a eu une méta-analyse de la CTT qui a montré clairement que à la phase aiguë d'un syndrome coronarien aigu, il était particulièrement important de baisser le LDL cholestérol avec une statine de forte intensité. Et c'est ce qui a été utilisé dans les recommandations de l'ESC depuis 2011, donc statine forte intensité dès le départ. Dans les 10 dernières années, nous avons eu d'autres études, dont Impruvit et Odyssey,
les deux études montrant qu'en plus d'un traitement de forte intensité de statine, il y avait un bénéfice à utiliser les étimibes, et notamment dans IMPROVE-IT, de baisser le LDL cholestérol nettement en dessous de la barre des 0,7 g par litre, et bien sûr Odyssey Outcome, qui a montré à l'aide de l'alirocumab qu'une baisse très importante dans les suites assez proches d'un syndrome coronarien aigu permettait une baisse des événements, y compris de la mortalité totale. Le deuxième groupe d'arguments pour utiliser une association d'emblée, ce sont les recommandations. Alors, je suis d'accord que les recommandations disent dans un premier temps qu'il faudra utiliser une stratégie step by step, c'est-à-dire d'abord la statine, ensuite 4 à 6 semaines plus tard, les étimibes si nécessaire, si on n'est pas à la cible, et enfin, si on n'est toujours pas à la cible, envisager inhibiteur de PCSK9. Voilà qui contredit effectivement l'utilisation précoce du combo, mais dans les mêmes recommandations, vous noterez qu'on nous indique une cible de LDL cholestérol qui est relativement basse, moins de 55 mg par décilitre, et une baisse de plus de moitié du LDL basal, et même pour des patients qui seraient récidivistes sous traitement, la cible est de moins de 0,4 g par litre. Pour atteindre cette cible, je ne suis pas sûr que les statines forte intensité suffisent, d'autant que les mêmes recommandations vous expliquent une stratégie de treat to target, c'est-à-dire adapter l'intensité du traitement à la cible en fonction du LDL de base. Ainsi, vous voyez qu'on ne peut utiliser des statines de forte intensité efficacement et avec une bonne chance d'être à la cible que lorsque le LDL cholestérol est inférieur à 1,10 g par litre, et inversement, s'il est plus de 1,10, vous avez très peu de chances d'atteindre votre cible avec la statine seule, et donc il faudra utiliser l'association. Enfin, si votre patient a une notion d'intolérance et que vous ne donnez pas des statines forte intensité, vous n'avez aucune chance de baisser le LDL de plus de 50%, puisque des intensités modérées ne baissent que de 30%. En France, nous avons essayé d'utiliser au maximum les ressources et donc de n'utiliser les étimibes que dans les cas nécessaires. Et c'était l'objet de ce consensus qui a été publié en 2017 pour lequel nous souhaitions reproduire les résultats d'IMPROVE-IT et donc d'atteindre un LDL inférieur ou égal à 55 mg par décilitre. Dans ce consensus, je ne vais pas le détailler, mais un des messages était qu'il était nécessaire d'utiliser la combinaison statine forte intensité et ézetimibe dès que le LDL cholestérol était supérieur à 1 g par litre. La validation de ce consensus a abouti aux conclusions suivantes. Premièrement, il est simple et applicable en routine. Deuxièmement, c'est bien appliqué. On peut éviter d'avoir affaire à des optimisations ultérieures, mais en fait, si on utilise les fortes intensités de statine à pratiquement 100%, et les étimibes dans 2/3 des cas, on aura moins de 50% de patients à la cible. Et si on utilisait l'association chez tout le monde, on aurait 56% de patients à la cible. Donc, vous voyez qu'on est loin d'être en surtraitement. Le troisième motif, c'est la possibilité d'une optimisation. Alors, l'optimisation, en fait, ce n'est pas de rajouter une intensité lorsqu'on a donné une intensité trop faible de statine, ce n'est pas non plus de rajouter des étimibes, c'est d'utiliser ou non l'inhibiteur de PCSK9. Dans les deux cas, alirocumab ou evolocumab, on a des bonnes démonstrations d'un intérêt tout particulier dans les suites immédiates d'un syndrome coronarien aigu, en particulier Fourier, dans sa cohorte de patients qu'on a pu comparer avec un infarctus récent par rapport à un infarctus plus ancien. Le maximum du bénéfice est entraîné par les patients en infarctus récent. De plus, les stratégies d'optimisation de statine ou des étimibes dans le follow-up ne fonctionnent pas, c'est ce que nous a montré Euraspire 5, et en pratique, il est beaucoup plus simple de démarrer d'emblée avec l'association, quitte à baisser l'intensité des statines si elles ne sont pas tolérées, plutôt que de demander aux autres de faire un travail qu'on n'a pas fait durant l'hospitalisation. Alors en pratique, ça donnerait quoi? Regardez dans FAST-MI 2015. Dans FAST-MI 2015, si on regarde uniquement les 2/3 des patients admis pour infarctus qui sont sortis avec une statine de forte intensité, eh bien 30% auraient une indication d'inhibiteur PCSK9 en accord avec les recommandations, les remboursements disponibles en France, alors que si on utilise systématiquement une optimisation avec les étimibes,
ce chiffre tombe à 16%. Et donc, on aurait à ce moment-là une possibilité d'utiliser rapidement l'inhibiteur PCSK9, donc là où il est le plus efficace, dans un nombre relativement réduit de patients. Voilà, j'en arrive à mes conclusions. Pourquoi est-ce qu'il faudrait envisager de traiter d'emblée les patients en syndrome coronarien aigu avec une association statine forte intensité et ézetimibe? Premièrement, parce que cette stratégie est simple et safe, comme on dit, il n'y a pas de risque associé. Deuxièmement, c'est exactement ce que nous disent les études randomisées. Improvit, par exemple, ne faisait pas une stratégie step by step, c'était d'emblée l'association statine-ézetimibe. Troisièmement, ça n'augmente pas la complexité du traitement et donc risquer une non-adhérence si on utilise des associations fixes en un seul comprimé. Troisièmement, ce sont des médicaments génériqués, donc pas très chers. De plus, ça réduirait la masse de patients potentiellement éligibles à un inhibiteur de PCSK9. Ça réduirait aussi, et ça c'est très important, la nécessité d'augmenter au cours du suivi des traitements qui n'ont pas été donnés à la phase aiguë. Et puis enfin, ça permettrait d'avoir une optimisation vraiment efficace du traitement, c'est-à-dire non pas centré sur l'augmentation d'intensité des statines ou le rajout des étimibes, mais sur la discussion, faut-il ou non ajouter un inhibiteur de PCSK9 rapidement, c'est-à-dire dans les 2 mois, comme c'était démontré dans l'étude Odyssée, après un syndrome coronarien aigu. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, donc Yoann Sylvain, donc je suis responsable des soins intensifs de cardiologie à la Pitié-Salpêtrière et donc je fais partie du groupe de recherche Action et donc je vais vous parler des bêta-bloquants dans la prévention secondaire après un infarctus du myocarde. Voici ma slide de conflit d'intérêts. On va parler un peu de l'état des lieux actuellement des bêta-bloquants dans l'infarctus. Donc, c'est un traitement standard du traitement de l'infarctus qui est basé sur des essais cliniques qui sont très solides, qui datent d'il y a une trentaine d'années, mais qui datent de l'ère de la pré-reperfusion. Depuis l'avènement de la reperfusion coronaire, donc à la fois la thrombolyse puis l'angioplastie primaire, donc le pronostic des patients s'est largement amélioré et des données de registre ou des analyses post-hoc d'essais randomisés, de larges de registres de vraie vie comme REACH, FAST-MI, Clarify, ont apporté des nouvelles données suggérant que les bêta-bloquants n'apportent plus de bénéfices cliniques au-delà d'un an après un infarctus. Les dernières recommandations d'ailleurs de l'ESC ont dégradé l'utilisation des bêta-bloquants en post-infarctus de la classe 1 à la classe 2AB durant la phase hospitalière et remettent en question la validité de leur utilisation pendant le traitement chronique, une fois l'infarctus stabilisé. Et il est vrai qu'un traitement par bêta-bloquant prolongé expose à des inconvénients majeurs, les effets secondaires des médicaments, les interactions médicamenteuses, le surdosage et l'impact de la qualité de vie des malades qui vieillissent avec leur maladie coronaire. Et quand on regarde dans la vraie vie, il existe un arrêt de bêta-bloquant à distance des infarctus qui est assez fréquent, mais sans aucune donnée clinique. Alors le concept, il est dans l'air du temps. Là, je vous ai pris un des nombreux articles qui sont publiés chaque année. C'est dans le JAMA, un éditorial sur est-ce que tous les patients après un infarctus ont besoin d'un bêta-bloquant à vie. Je vous montre des données nouvelles que nous avons réalisées dans notre registre à la Pitié-Salpêtrière d'infarctus. Et c'est Gaspard Suc qui va publier ça. Et donc, on a regardé ces 2000 infarctus, quelle était la proportion des patients qui étaient éligibles à une stratégie d'arrêt des bêta-bloquants, stratégie qui est évaluée dans l'essai ABIS dont je vais vous parler. Et avec 2 critères très simples qui sont la fraction d'éjection à plus de 40%, fraction d'éjection préservée, et l'absence d'événements dans les 6 mois qui suivent l'infarctus, on peut classer les patients. Donc, on classe les patients en stable et à fraction d'éjection préservée. Donc, c'est les patients ABIS-like. Les patients qui ne sont pas stables avec une fraction d'éjection préservée, c'est-à-dire qu'on fait des récidives dans les 6 mois après leur infarctus. Et les patients qui, eux, ont besoin d'un bêta-bloquant post-infarctus, ce sont ceux qui ont une fraction d'éjection qui est à moins de 40% et donc qui font de l'insuffisance cardiaque. Vous voyez donc que la proportion de patients, c'est 64% de patients qui sont éligibles à une stratégie de bêta-bloquant,
20% instables et 17% de patients qui, eux, ont besoin de leur bêta-bloquant de façon systématique. Quand on regarde le pronostic de ces patients, vous voyez, là, c'est la mortalité. La mortalité intra-hospitalière est bien sûr très élevée chez les patients en rouge qui ont des fractions d'éjection basses, qui comprennent bien sûr les chocs cardiogéniques. Les patients qui ont une fraction d'éjection qui est normale et pas d'événements à distance, vous voyez que c'est la courbe en vert, une population à faible risque, qui est une majorité des malades, 60% des patients. Et il existe une catégorie intermédiaire, ceux qui vont faire des récidives, malgré une fraction d'éjection préservée. Donc, on peut voir dans la vraie vie, dans les registres, qu'il y a vraiment des différences de stratégie en fonction du profil des patients. Et donc, nous menons actuellement un essai randomisé, multicentrique en France, avec le groupe Action, qui randomise actuellement 3700 patients, des infarctus non compliqués, avec une fraction d'éjection préservée à plus de 6 mois de leur infarctus, dans une stratégie d'arrêt des bêta-bloquants contre une stratégie de continuation. Et il y aura donc une évaluation du critère primaire à plus d'1 an, on espère 3 ans de suivi médian, avec un critère dur, décès et infarctus, AVC et hospitalisation pour raisons cardiovasculaires. J'en profite de remercier tous les investigateurs de cet essai, puisque nous sommes à presque 2600 patients randomisés, nous avons passé les 2 tiers, et il reste 1 an d'inclusion pour atteindre la fin des inclusions, sachant que nous avons eu bien sûr un petit arrêt des inclusions pendant la première vague du Covid, mais les inclusions continuent bien en ce moment. Donc, je félicite tout le monde pour la bonne conduite de cet essai. Nous ne sommes pas les seuls à faire un essai randomisé dans le post-infarctus, et comme vous pouvez voir dans ce tableau, il y a au moins 4 études internationales avec plus de 30 000 malades qui vont randomiser les patients entre bêta-bloquants ou placebo ou aucun traitement, et ce à la sortie de l'hôpital. Donc, ce sont des études nordiques, espagnoles, et vous voyez qu'elles sont toutes très similaires à l'étude ABYSS, avec la grosse différence que les patients vont être randomisés tout de suite après leur infarctus, indépendamment de leur stabilité ou pas, et avec des critères primaires durs. Et donc, la vraie différence avec ABYSS, comme le soulignent nos collègues new-yorkais, le docteur Bangalore, dans ses éditoriales récents de l'European Heart, c'est que ABYSS est la seule étude des patients en consultation stabilisée, avec une hypothèse de non-infériorité, alors que les 3 autres études de près de 30 000 malades misent, elles, sur une supériorité des bêta-bloquants, donc c'est-à-dire un bénéfice des bêta-bloquants en post-infarctus immédiat. On comprend, d'après les courbes que je vous ai montrées, que ces patients qui vont être inclus tout venant à la sortie de l'hôpital vont avoir un niveau de risque beaucoup plus élevé que les patients inclus dans ABYSS, puisqu'ils sont vus en consultation à distance de leur infarctus. Et donc, on comprend bien que les hypothèses soient différentes. Donc, en conclusion, en post-infarctus du myocarde, le traitement standard en 2020 et 2021 reste basé sur l'utilisation d'un traitement par bêta-bloquant de façon systématique. Plusieurs essais randomisés réévaluent actuellement les preuves de ce traitement lorsque la fraction d'éjection est préservée. Lorsque la fraction d'éjection est basse, il faut continuer les bêta-bloquants. Et lorsqu'elle est préservée à la sortie d'hôpital, donc ça va être 4 études avec 30 000 patients randomisés, et une hypothèse de supériorité en faveur de l'utilisation des bêta-bloquants. Et l'étude ABYSS, qui, elle, randomise des patients à plus de 6 mois de leur infarctus, un essai français, un PHRC mené par le groupe Action, avec une hypothèse de non-infériorité en faveur de la stratégie arrêt des bêta-bloquants. Donc, de nombreuses questions qui vont être répondues dans les prochaines années grâce à ces essais randomisés. Je vous en remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Bonjour, François Rouby à Montpellier, et je vais vous parler de la question de l'introduction des traitements anti-inflammatoires chez les patients coronariens. Mes conflits d'intérêts, en l'occurrence, sont inexistants dans le domaine puisque l'étude, en particulier Colcott, dont je vais vous parler, a été réalisée grâce à des fonds fédéraux canadiens et une participation d'un laboratoire pour fournir le produit uniquement. Alors, l'athérosclérose est au moins en partie une maladie inflammatoire et je vous montre sur cette slide le rolling des cellules de l'inflammation dans la lumière du vaisseau, des cellules qui vont
arrivée sur site de l'inflammation dans l'adventice, en particulier ici le macrophage, le lymphocyte. N'oublions pas le polynucléaire dans la déstabilisation de la plaque de cholestérol. Je vous ai fait figurer ici des cellules spumeuses. Et puis, bien sûr, cette inflammation va mettre en jeu la dégradation de la matrice extracellulaire, la prolifération des cellules musculaires lisses et l'afflux des différentes cellules de l'inflammation sous l'impulsion de cytokines pro-inflammatoires, en particulier ici le TNF. Mais je vous montre sur la slide suivante le rôle important de l'interleukine 1 bêta pour les mêmes éléments. Alors pourquoi l'interleukine 1 bêta ? Eh bien parce que l'industrie a proposé des biothérapies anti-interleukine 1 bêta, en particulier le canakinumab, au cours de l'étude CANTOS. L'étude CANTOS, dont le développement a été arrêté en raison des événements indésirables. Je vous montre ici simplement, alors je ne vous ai pas montré l'impact sur le critère primaire, mais je vous montre simplement les effets indésirables avec une augmentation des sepsis mortels, ce qui a entraîné l'arrêt du développement du canakinumab par le laboratoire Novartis dans l'indication cardiovasculaire. En revanche, vous avez de façon surprenante la découverte d'une diminution du taux de cancer qui a entraîné un développement de la molécule dans d'autres indications. Alors, la colchicine, bien sûr, c'est tout le contraire. La colchicine, c'est une vieille molécule, c'est pas une biothérapie, c'est beaucoup moins sexy évidemment qu'une biothérapie, mais c'est une molécule qu'on connaît bien, qui a 200 ans, on en fête l'anniversaire cette année. Et dans ce petit travail de synthèse réalisé au cours de mon post-doctorat, je proposais en quoi ça pouvait être intéressant comme cible thérapeutique. Ça a conduit, après des développements chez l'animal, à une étude clinique, l'étude CANTOS, dans le syndrome coronarien aigu, l'étude Colcott dans le syndrome coronarien aigu, dont je vous montre ici l'impact sur le critère primaire, mortalité cardiovasculaire, arrêt cardiaque ressuscité, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, hospitalisation pour revascularisation urgente devant un angor. L'analyse en intention de traiter est spectaculaire avec une réduction de 23% dans le bras traité par colchicine au cours d'un suivi, vous le voyez, de un peu plus de 2 ans. Les effets secondaires attendus étaient principalement la diarrhée, qui n'est pas retrouvée. Vous voyez, il n'y a pas plus de diarrhée dans le groupe traité que dans le groupe placebo. En revanche, on a davantage de nausées et de flatulences, des effets secondaires tout de même peu invalidants. On retrouve des pneumopathies en plus grand nombre, mais des pneumopathies non graves. Et donc, au total, dans Colcott, une étude positive sur le plan clinique avec une excellente tolérance. Cette étude dans le syndrome coronarien aigu a été confirmée plus récemment par l'étude LODOCO-2, réalisée chez le patient coronarien stable, avec un critère primaire qui est assez proche de celui de Colcott, je ne m'étends pas, et un impact sur un suivi plus prolongé qui est majeur, là aussi, avec une réduction d'un tiers à peu près des événements dans le bras traité par colchicine. Les événements, les analyses le confirment également, bien sûr, dans les événements récurrents pour Colcott ou en pair protocole, que ce soit pour Colcott ou pour LODOCO-2. Les événements secondaires sont là encore peu nombreux, non significativement augmentés en termes de tolérance, donc pas de souci de ce côté-là. Dans le LODOCO-2, une alerte tout de même sur la mortalité non cardiovasculaire qui n'a pas été retrouvée dans Colcott, c'est la première ligne que vous voyez sur cette diapositive. Alors, d'autres analyses de Colcott ont été proposées pour essayer de répondre à la question de mieux cadrer quels seraient les patients qui pourraient en tirer bénéfice. Ici, vous le voyez dans les analyses où on a regardé en fonction du délai de mise en place du traitement, on a l'impression que plus on traite tôt le patient, plus il en tire bénéfice, c'est-à-dire dans les 3 premiers jours, ce qui est assez logique, c'est dans l'ambiance du remodelage ventriculaire après infarctus. Dans cette analyse, on a regardé les patients diabétiques, et là, dans une population réduite, moins de 1000 patients, on montre que les patients diabétiques tirent un grand profit de la molécule avec une réduction d'un tiers des événements cardiaques majeurs. Si bien que dans cet éditorial, on a essayé de répondre à la question qui m'est posée ici, à savoir chez qui proposer la colchicine en cas de
pathologie coronaire. Alors, on a bien vu que c'était chez le patient ayant présenté un syndrome coronarien aigu ou chez le patient coronarien stable. Probablement chez des patients dont l'arrière-fond physiopathologique est pro-inflammatoire et les diabétiques sont une population cible importante. On va d'ailleurs commencer une étude en prévention primaire incessamment. Bien sûr, chez des patients qui n'ont pas de contre-indication à la colchicine, c'est-à-dire pas d'insuffisance rénale avancée ou pas d'intolérance connue à la colchicine. Et très probablement, les patients les plus importants à traiter sont les patients qui présentent des événements récurrents, c'est-à-dire dont le risque résiduel reste élevé malgré la prise en charge optimale. C'est probablement là une très bonne indication des traitements anti-inflammatoires, mais actuellement, il n'y a pas dans les dernières guidelines de la Société européenne de cardiologie même fait mention des traitements anti-inflammatoires dans la prise en charge du patient coronarien. Je vous remercie.